Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées mais essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Christophe Bichet, conférencier, coach de vie, hypnothérapeute. Avant d'exercer ses activités, Christophe a été grimpeur professionnel et enseignant-formateur pendant 15 ans au niveau international. Il a travaillé pendant 4 années avec l'équipe de France d'escalade en tant que préparateur mental et il a coaché de nombreux dirigeants d'entreprises, d'artistes et d'athlètes de haut niveau. Christophe est également une leçon de vie et une source d'inspiration sur pattes. La conversation que vous allez entendre pourrait bien remettre quelques pendules à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant toute chose, permettez-moi de planter le décor de notre rencontre. Ma rencontre avec Christophe est partie d'une phrase. « Si vous ne prenez pas de décision, quelqu'un en prendra pour vous. » Cette citation de Christophe était mentionnée dans la newsletter de Florence Servan-Schreiber, dans laquelle Florence partageait l'interview que j'avais réalisée d'elle quelques semaines plus tôt. J'ai un double souvenir attaché à la lecture de cette newsletter. Le souvenir de mon émotion d'être citée dans la newsletter de mon mentor, avec louange qui plus est, et également le souvenir de mon regard s'arrêtant net sur cette citation. Alors je ne savais pas encore qui était Christophe Bichet, mais j'avais très envie d'en savoir plus sur cette personne qui s'exprimait sur le choix en des termes qui me parlaient autant. Après quelques recherches qui ont conforté mon envie de rencontrer Christophe, j'ai pris contact avec lui pour lui proposer une conversation sur le choix. Christophe m'a tout de suite fait part de son enthousiasme de témoigner pour un podcast qui parle, je le cite, d'un thème et d'un travail important. Nous nous sommes rencontrés à Paris, début mars, quelques jours avant que nous passions en mode confinement. Alors je dois dire que cette interview a été inédite. Cette conversation, c'est l'enregistrement le plus rocambolesque et le plus drôle qui m'ait été donné de vivre jusqu'à présent. C'est d'ailleurs un épisode qui mériterait presque un bêtisier ou un making-of. Voilà pourquoi. Tout d'abord, la pluie et le froid de canard ont rendu impossible l'enregistrement en extérieur que j'avais initialement envisagé. Nous nous sommes donc installés dans le hall / salle des petits déjeuners de l'hôtel où j'avais posé mes valises, entre bruit de tasses et sonnerie de téléphone. Puis, apothéose, le bruit continu d'une perceuse s'est invité dans notre conversation et nous a incités à nous mettre en quête d'un nouveau lieu entre les gouttes de pluie. Le choix du café du coin n'a pas été retenu en raison d'une musique trop forte et du bruit incessant de la circulation sur le boulevard. Nous avons donc fini par nous replier dans la voiture de Christophe pour poursuivre notre conversation enregistrée sur le choix. Et ce que je trouve formidable, c'est que la forme qu'a pris l'enregistrement de notre conversation a épousé parfaitement le fond de notre échange, qui parle d'embûches, d'obstacles, d'imprévus, d'agilité et du choix du déséquilibre juste. Pour enregistrer notre conversation, on n'a rien lâché sur l'essentiel et on a lâché prise sur ce qu'on ne maîtrisait pas. On s'est adapté, on a surmonté les obstacles et on a bien rigolé. Et en même temps, on a parlé de sujets drôlement sérieux. La forme de notre conversation illustre le chemin de Christophe, qui parle d'inattendu, d'épines dans le pied, d'agilité face à l'adversité et à la gravité, et d'envie d'avancer sur sa voie avec singularité et légèreté. Christophe incarne une posture qui me tient particulièrement à cœur dans la vie, celle de l'antifragilité. L'antifragilité, c'est cette capacité à transformer les obstacles de notre vie en carburant pour notre croissance et notre accomplissement. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet de l'antifragilité, je vous invite à découvrir
l'épisode du podcast Avez-vous choisi, qui s'intitule « Développer son antifragilité ». Christophe, ce trentenaire souriant qui a déjà eu plusieurs vies et qui croque la vie à pleines dents, est atteint d'une maladie génétique rare et complexe. À l'âge de 5 ans, le diagnostic tombe. C'est la maladie de Fanconi, qui se caractérise par une déficience de la moelle osseuse, couplée à un risque extrêmement accru de cancer. Les médecins annoncent à ses parents que les personnes atteintes de cette maladie ne dépassent généralement pas l'adolescence. Depuis son plus jeune âge, donc, Christophe vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tout peut s'arrêter demain. Comme pour nous, soit dit en passant. Mais pour Christophe, la mort n'est pas une vague idée. C'est une potentialité qui a pris très tôt une place concrète dans sa vie. Christophe a défié les statistiques puisqu'il est désormais trentenaire. Il sait combien la vie est courte, parfois grave et belle aussi. La maladie est bien là et Christophe a appris à composer avec. La maladie a freiné sa croissance. Christophe mesure 1,50 m pour 30 kg. Il a traversé une greffe de moelle osseuse et plusieurs cancers. La menace réelle de la mort aurait pu empêcher Christophe de vivre. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Christophe dit avoir longtemps perçu la maladie comme un adversaire à combattre. Puis, il a fait le choix de sortir de la posture et de l'image de la personne malade et plaintive, et il a choisi de voir la maladie comme une occasion d'apprendre. Cette maladie et la conscience aiguë de la mort qui a été très tôt associée n'ont pas empêché Christophe de construire, de faire des projets, de relever des défis, sans s'accrocher aux résultats, mais plutôt en ayant à cœur de passer à l'action, d'avancer et de conserver un regard frais, curieux et réjoui sur la beauté de la vie et face aux jolies surprises qu'elle nous réserve souvent. Christophe a à cœur de se construire une vie sur mesure, riche de projets et de partage, avec le souci d'aller de l'avant, sans se laisser submerger par la vague des nombreux défis sur sa route. Christophe a fait le choix d'avancer malgré la gravité. Christophe a fait le choix d'avancer avec la gravité. Il a fait le choix de grimper sa voie à sa manière et avec les ressources dont il dispose. Parfois, quand je parle du choix, que j'invite chacun à tout choisir, on me rétorque que c'est quelque chose qui est possible tant qu'on a une vie simple, confortable et sans encombre. Alors je crois tout d'abord qu'une vie sans encombre, sans obstacles, n'existe tout simplement pas, et que les obstacles sont inhérents à l'existence. Et je crois par ailleurs qu'une personne comme Christophe incarne le contre-exemple bienveillant et foncièrement joyeux de l'argumentaire selon lequel on peut choisir tout dans sa vie, tout pendant que cette vie est facile et agréable. Au fil du temps, Christophe a choisi de prendre sa place et de donner de la voix. Il a choisi d'intégrer sa maladie comme un paramètre de sa vie, une épine avec laquelle il compose pour ajuster sa trajectoire sur la voie qu'il a choisi de grimper. Tout ceci dans un subtil alliage de vulnérabilité et de puissance, de tension et de relâchement, de souplesse et de solidité, de lâcher-prise et de détermination. Au cours de notre conversation, Christophe et moi avons parlé, entre autres, de son parcours inspirant, de la prise de conscience de l'importance de faire ses propres choix en conscience, de la vie, cette histoire de prise et d'entreprise, du cadeau qu'on déniche dans nos obstacles, de l'audace et de l'utilité de partager ses succès, de déni, de tétanie, d'escalade, de prise d'entreprise de lâcher prise, d'équilibre, de déséquilibre, de juste tension à trouver entre la chute et l'accroche, de la puissance de la légèreté pour gérer la gravité, de musique et de justesse du mouvement et du rythme, de trouver sa voix, de donner de la voix et de grimper sa voix, d'humour, de jeu, de joie et de gratitude, de l'importance de s'accrocher à l'essentiel et de lâcher tout le reste, d'authenticité, de responsabilité et d'exemplarité, de la puissance de la parole révélée grâce à la préciosité du silence, de l'importance d'honorer ses envies et de s'autoriser à se lancer, ou encore de regard, d'assurance, d'attention, d'encouragement et de reconnaissance. Je vous souhaite une bonne écoute. Christophe, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi ? Je suis ravie qu'on ait l'occasion aujourd'hui de parler du choix ensemble. Et j'ai envie de commencer par cette question. Quelle place tient le choix dans ta vie aujourd'hui ? Eh bien, c'est une très bonne question. Le choix tient une place absolument fondamentale dans ma vie pour plein de raisons différentes. Mais la première, c'est que
dans mon parcours, peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger là-dessus, ça a été tellement facile pour moi de choisir les choix qu'on m'imposait, que je me suis vite rendu compte que si moi je décidais pas pour moi, d'autres personnes allaient le faire très facilement à ma place et ça allait me diriger dans des directions pas forcément agréables. Alors justement, ce parcours, quand tu parles de que tu as choisi à partir d'éléments qui t'ont été imposés finalement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement? Oui, alors le parcours il est le suivant. Je suis née dans une famille où tout se passait très bien. De manière générale, je suis née en Norvège, donc mes parents adorent le grand air. On allait souvent se balader à l'extérieur. J'ai un grand frère, j'ai un petit frère. Mais à l'âge de 5 ans, on a diagnostiqué chez moi une maladie génétique rarissime, qui fait que sur le papier, à partir de 5 ans, les médecins ont dit à mes parents, écoute Christophe, ou écoutez monsieur et madame Bichet, votre enfant, il va pas passer l'adolescence. Il a une déficience de la moelle osseuse, donc sa moelle osseuse ne fonctionne pas, et de moins en moins bien, donc il va falloir qu'il passe par une greffe de moelle osseuse. Et quand bien même on trouverait un donneur compatible, et quand bien même cette greffe se passerait bien, ensuite il aura aussi des chances d'avoir des cancers multipliés par 400 à 4000 fois supérieurs à la population normale. Donc, c'est pas un diplôme d'entrée dans la vie vachement positif, vachement joyeux. Et donc c'est vrai que tout ce qui a été projeté sur moi depuis très jeune, c'était plutôt une direction type cercueil, vous voyez, que plutôt une vie joyeuse, remplie, avec une carrière, avec des ambitions, avec des enfants, avec une famille, etc., quoi. Donc voilà, en résumé. Comment est-ce que tu as fait en fait pour trouver ce subtil équilibre entre non pas d'une part le déni, ni d'autre part la tétanie, c'est-à-dire comment tu t'es trouvé ce chemin, ce fil sur lequel tu as marché qui a fait que tu as choisi de choisir? Oui, eh ben, c'est une très bonne question encore une fois parce que entre le déni et puis la tétanie, c'est le cas de le dire, eh ben, je suis passée par les deux. Donc je suis passée par une période de déni qui m'a été transmise par mes parents, notamment pendant la greffe de moelle osseuse. Donc j'ai été greffée lorsque j'avais 10 ans. Et c'est très intéressant parce que mes parents ont été d'un optimisme absolument remarquable à cette période-là. Et ils m'ont transmis cet optimisme qui touchait presque au déni. On n'était pas loin, la frontière était vraiment très 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 fine. Et je me rappelle très bien, à cette époque, les chances de juste passer la greffe, de survivre à l'épreuve de la greffe, étaient de 1 chance sur 4. Et je me rappelle très bien avoir demandé à mes parents, est-ce que j'ai une chance de mourir avant de passer par là? Et ils m'ont dit clairement non. Donc, ils m'ont quelque part menti. Ils m'ont menti positivement, c'est une forme de déni presque, mais ils l'ont fait pour me donner l'illusion que c'était juste une épreuve et que j'allais y arriver. Et donc, indirectement, ils m'ont énormément aidé à me projeter dans l'avenir et à pas me projeter dans la possibilité forcément que j'allais être cuit, quoi. Donc ça, c'était la période plutôt déni sur optimisme. Oui, où c'était nécessaire. Il y avait besoin de cette force-là il y avait besoin d'une force de vie Tout à fait. dans cette épreuve, effectivement, où sur le papier, les statistiques, les probabilités étaient peu enchanteresses. Bah oui, c'est ça, tout à fait. C'est le bon terme. C'est le bon terme. Donc il ne s'agit pas de dire c'était bien, c'était pas bien, mais simplement c'est une option que mes parents ont trouvée à ce moment-là, une option qui m'a probablement sauvé la vie. Et ceci dit, je me suis rendu compte après que pour tout un tas de raisons, lorsque j'étais dans l'adolescence, comme il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été dites, qui n'avaient pas été formulées sur ce que voulait dire vraiment avoir cette maladie, qu'est-ce que ça allait engendrer, etc. Et ben du coup, je me suis retrouvée dans cette fameuse forme plutôt de paralysie, de peur, parce que j'ai commencé à apprendre, à avoir de plus en plus d'informations, et je me suis trouvée plus dans la tétanie en fait. Et cette tétanie, elle a pris de plus en plus de force, de plus en plus de poids, et ce qui fait qu'à un moment donné, bizarrement d'ailleurs, l'espèce de prédiction des médecins il y a très longtemps, lorsque j'avais 5 ans, a fini par se réaliser, et j'ai eu des cancers. J'ai eu des cancers de la bouche, de la langue, du palais. Et ce qui était prévu il y a longtemps, c'est effectivement réalisé. Et pour moi, c'était pas un hasard que ça se réalise à ce moment-là précisément. Parce que j'étais dans une période où je sentais que je voulais
libéré plein de choses, que j'avais une certaine authenticité, que je souhaitais partager ça avec le monde, mais j'arrivais pas, je savais pas comment faire. Donc j'étais vraiment prisonnier, j'étais pris au piège quoi, quelque part. Et bizarrement, le cancer m'a délivré. Avoir des cancers, ça m'a fait beaucoup de bien. On en parlera peut-être, mais. Ben oui, justement, quel a été pour toi le déclic qui fait que, à un moment donné, tu as fait le choix de voir dans cette maladie non pas le paramètre unique de ta vie, mais un paramètre, une épine parmi dans ta vie, et que c'était un élément à prendre en compte, mais qu'en aucun cas c'était cette maladie qui allait diriger ta vie, et que tu avais envie, toi, d'être aux commandes et d'intégrer cet élément dans ta vie sans en faire le maître. Alors tout à fait, et ça c'est venu un petit peu après avec le temps, mais il y a eu une décision absolument fondamentale, je pense, qui a radicalement changé le cours de toute mon existence. C'est en fait, avant d'avoir ces cancers, j'étais vraiment l'archétype de la personne un petit peu timide. J'étais mal dans ma peau parce que j'avais pris énormément de maturité, parce que j'étais en contact avec la mort très jeune, alors que des autres enfants ou des ados à cet âge-là ne pensent pas du tout à ça. Donc j'étais plus à l'aise à discuter avec des personnes de 50 ans, 60 ans, qu'avec des jeunes du même âge que moi. Et donc j'étais dans un décalage énorme qui fait que je me sentais introvertie énormément. J'étais timide, presque chétif. Et ce qui s'est passé, c'est lorsque j'ai eu ces cancers de la bouche, lorsqu'il y a eu la troisième récidive, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui a résonné en moi. Ce qui a résonné, c'est que la personne que j'étais, c'était une personne qui n'était pas capable de dire ce dont elle avait envie, ce dont elle avait besoin, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Même quand mes propres parents me demandaient « mais est-ce que tu préfères manger des pâtes ou alors du poisson ?» ou voilà, j'étais incapable de dire quoi. Et la seule chose qui sortait au niveau de l'oralité, c'était des choses qui faisaient plaisir aux autres. C'est-à-dire que j'étais très fort pour me mettre à la place de l'autre. J'étais un malade professionnel, quoi. C'est-à-dire que j'étais vraiment, même toutes les infirmières m'adoraient, tous les médecins m'adoraient, parce que j'étais dans mon élément, que j'étais bien, que je faisais tout pour être reconnue en tant que personne, tout simplement. Mais je faisais ça pour être aimée des autres. Voilà, mais c'était pas vraiment moi. Et quand j'ai eu ces fameux cancers, il y a un truc à résonner très 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 fort dans ma tête, c'est Christophe, il faut absolument que tu apprennes à t'exprimer et à laisser sortir, à dire ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Il faut que tu le dises parce que sinon je sens que tu vas y rester. Quand tu dis que ça a résonné, ça a résonné de quelle manière? Est-ce que c'était l'impression d'avoir comme si une voix intérieure qui t'avait parlé fort, comme si c'était... comment tu les décrirais, cette sensation? Comment tu la décrirais? Écoute, c'était vraiment... c'était tout en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait du dialogue intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait une voix vraiment forte qui résonnait, que je ne pouvais pas mettre en sourdine. Je pouvais pas l'entendre, quoi. Et puis mon corps me donnait aussi cette impulsion-là. Et c'est quelque chose qui venait de tellement loin, qui avait été tellement réprimé depuis longtemps que je ne pouvais pas ne pas l'entendre, que je ne pouvais pas ne pas le ressentir. Il y avait de la colère qui était associée à ça. Hein. Ce n'était pas une énergie de type « ouais, j'ai envie d'excitation ». C'était plus de la colère, quoi. Donc c'était presque un élan et un sursaut. Exactement. C'est ce que j'entends. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y avait un besoin d'expression, d'authenticité, d'expression de soi. Ce cancer, il était dans la bouche. Oui. Et quel est le cadeau, en fait, que tu identifies dans cette épreuve de vie que tu as vécue très jeune, dès l'adolescence, à un moment où, quand on a une enfance dite normale, comme tu dis, on n'a pas cette conscience aiguë de la mort. Comment est-ce que tu as vécu ce moment-là, en fait? En termes de rétrospectivement, quel est le cadeau que tu y vois? Le cadeau que je vois au fait d'avoir cette pathologie, cette maladie, donc comme c'est génétique, je l'aurai jusqu'à la fin. Le cadeau, il est même pas, il est immense. Il est immense parce que aujourd'hui,
je peux dire que je gagne ma vie, je profite de la vie grâce à cette maladie-là. Et je sais que tout le monde ne peut pas dire ça, évidemment, parce qu'on est chacun dans des stades singuliers. Donc apprendre avec des pincettes pour les personnes qui nous écoutent, évidemment. Hein, on peut se trouver dans les stades de vie où c'est clair qu'avoir des problèmes de santé, c'est horrible, c'est douloureux, c'est chiant, enfin, c'est dur, quoi. Oui, c'est vraiment difficile. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que aujourd'hui, je ne peux pas voir que la vie que j'ai aujourd'hui, je l'ai en grande partie grâce à cette maladie-là. Et je l'ai notamment en grande partie grâce au cancer de la bouche que j'ai eu. Parce qu'avant, j'étais vraiment tellement timide, introvertie, que la pression de ne pas pouvoir m'exprimer était tellement forte que j'en ai fait une force incroyable. Aujourd'hui, je suis devenue hypnothérapeute. Donc, basiquement, un hypnothérapeute, ça fait quoi? Ça parle tout le temps. Donc, la parole est au cœur de ta pratique. Donc, la parole est au cœur de la pratique. Et je suis devenue conférencier professionnel. Et typiquement, être conférencier, ça veut dire basiquement parler, utiliser l'oralité avec le plus de force et de puissance possible dans un temps très limité pour essayer d'aider, de toucher des personnes. Et on ne parle pas de juste une conversation, mais de centaines de personnes. Et ça, aujourd'hui, donc je gagne ma vie avec ça, avec du coaching, avec des conférences, avec des ateliers. Et ça, c'est grâce à la maladie que j'ai eue. Clairement, directement. Si je n'avais pas eu ces cancers, bah, je n'aurais pas pu me rendre compte de ce décalage fort qu'il y avait. Donc, ma maladie m'a tout apporté, absolument tout apporté. Mais je peux le dire, bien sûr, aujourd'hui, sur le moment, je ne le voyais pas. Je sentais qu'il y avait des potentiels, mais je ne le voyais pas, tout ça, c'est clair. Quand tu décris ces temps de conférences, qui sont, je le sens, des moments vibrants aussi pour toi de transmission, j'entends cette envie, justement, dans un temps limité, d'être impactant. Et je fais le parallèle en fait avec ta vie, parce que depuis tout petit, tu as cette conscience aiguë de la fin, qui nous concerne tous, mais toi avec une conscience encore plus aiguë que la nôtre. Comment est-ce que tu choisis au quotidien d'avoir une vie impactante pour toi et pour les autres? Alors, il y a beaucoup de réponses à cette question large, mais... Moi, c'est ta réponse à toi de cœur qui m'intéresse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, comment je fais pour que ma propre vie soit authentique et le plus impactante, entre guillemets, possible, même si je ne suis pas très à l'aise avec ce terme, mais et ben, paradoxalement, il y a un élément absolument essentiel que j'ai appris à maîtriser et à utiliser, c'est le silence. C'est le silence. Et je dis ça parce que j'étais tellement un pro du silence avant que après les cancers, je suis tellement tombée dans être un professionnel de parler sur tout et n'importe quoi qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que j'utilise les deux. Et pour qu'une parole ait de la force, il faut qu'il y ait du silence. Et la parole a de la force que parce qu'il y a des temps de silence importants. Et il n'y a que lorsqu'il y a suffisamment de temps de silence que la parole va pouvoir sortir avec énormément de force, énormément de puissance, et que ça va pouvoir résonner parce qu'à un moment donné, on ne peut pas ne pas laisser sortir ce qui aura été préparé dans le silence. Et pour moi, ce serait ça mon petit secret, entre guillemets, sur comment vivre tous les jours une vie authentique et impactante. Il faut s'exprimer, mais pour s'exprimer avec justesse, il faut qu'il y ait suffisamment de temps de retrait et donc de temps de silence. J'entends beaucoup de musicalité en fait dans les termes que tu emploies. Tu parles de justesse, tu parles de nuance aussi, tu parles ou plus globalement d'équilibre. J'ai l'impression que je crois que tu es musicien, tu fais du piano, du violon. Ouais. Et puis tu fais aussi, tu pratiques à un très haut niveau l'escalade. Et que ce soit la musique ou l'escalade, ça parle justement d'équilibre, ça parle de nuance, ça parle de juste tension. Ça parle aussi de tension, de relâchement, et donc de notes et de silence. En quoi l'équilibre est quelque chose d'essentiel dans ta vie aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question, ma chère Ariane.
Et ben l'équilibre, c'est justement pas du tout essentiel pour moi. Ah oui, génial. Oui, parce que l'équilibre, je pense que c'est une magnifique chimère. C'est un fantasme qu'on a tous, surtout en ce moment. J'avais lu il y a pas très longtemps que le nombre de sujets sur vivre une vie équilibrée entre vie pro et puis vie perso, ça avait explosé ces dernières années, alors que c'est toujours un fantasme. On n'est pas équilibré, on va pas se mentir. On tend toujours vers ça et on est toujours d'un côté ou de l'autre, mais on n'est jamais complètement équilibré. C'est juste pas possible. Moi, j'aime bien dire dans les conférences que le moment où on est le plus équilibré possible, c'est quand on est mort, quoi. Ouais. Là, il n'y a pas de problème, quoi. C'est qu'en fait, on est en perpétuel déséquilibre. L'enjeu étant de trouver la juste tension Ben oui. entre la chute et l'accroche, en fait. C'est exactement ça, quoi. Et une meilleure question pour moi, c'est pas comment je peux faire pour que ma vie soit plus équilibrée, c'est comment je peux faire pour décider quel déséquilibre va être plus utile pour moi aujourd'hui. Il faut choisir quel déséquilibre est-ce qu'on veut. Et ça, c'est beaucoup plus utile que d'aller vers l'équilibre qui est une chimère qu'on n'attrape jamais. Ou alors quand on l'a, on veut y rester, mais quand on y reste, on n'avance plus. Typiquement, quand je grimpe, si à un moment donné je suis en équilibre et que je me dis oh, c'est génial, j'ai trouvé l'équilibre parfait, bah, je fais plus rien, quoi. Et si je reste sur l'équilibre, mes muscles vont finir par tétaniser et je tombe. Parce que l'équilibre, dans ce cas-là, est source d'immobilité, en fait. Exactement, exactement. Et pareil, j'ai une autre image pour les personnes qui font de la slackline. Oui. Peut-être que alors, c'est pas un fil, mais c'est une sangle. Une sangle tendue qu'on peut tendre entre deux arbres. Tout à fait. Voilà. Et ceux qui pratiquent ça le savent très bien. Il y a deux manières d'être équilibré. Il y a un équilibre statique, c'est-à-dire que tu marches sur la slack et en fait tu t'arrêtes. Mais plus tu t'arrêtes, plus tu as de chances de tomber. Alors que versus l'équilibre dynamique où en fait même si tu as l'impression que tu vas tomber, tu fais quand même un pas, quoi. Tu te dis, mais j'avance quand même. Et même si à chaque pas, tu as l'impression que tu vas t'éclater, tu continues de faire un pas. Et bizarrement, il n'y a que de cette manière-là qu'on arrive à aller très loin, en fait. Il n'y a que de cette manière-là. Et en grimpe, c'est pareil. Même si je suis pas bien sur les prises, je me dis, plutôt que d'avoir peur et puis de me dire, ah, mais je vais tomber, je me dis, je vais essayer d'aller choper la prise d'après. Et si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais l'équilibre, c'est pas le plus important. C'est la recherche d'équilibre, je pense que c'est un beau fantasme des temps modernes, quoi. Moi, je serais plus pour quel déséquilibre est-ce que tu choisis, Ariane, aujourd'hui. Et surtout, quel déséquilibre sonne juste. C'est ça. Et la juste tension, en fait, entre deux entités extrêmes, potentiellement, ou deux recherches. Ouais. Tu as évoqué l'escalade. Tu en fais à un haut niveau. Comment est-ce que l'escalade est entrée dans ta vie? Eh ben, de manière la plus simple possible. En étant jeune, mes parents grimpent depuis longtemps. Ils aiment bien faire de la randonnée, de la montagne, donc je suis en contact avec ce milieu depuis très longtemps. Et à un moment donné, tout simplement, vers 13 ans, 14 ans, je suis allée grimper plusieurs fois dans la forêt de Fontainebleau avec mes parents. Et un jour, j'ai réussi à passer un rocher, un bloc que mes parents n'arrivaient pas à passer. Et ce jour-là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une activité dans laquelle je suis moins mauvais que les autres. Et comme j'avais une estime de moi-même et une confiance en moi qui était pas terrible à ce moment-là, quoi. Et du coup, j'avais énormément d'ego, évidemment aussi, parce que je pensais que j'étais le seul, etc. Personne ne me comprenait, patati patata. Alors Christophe, on reprend notre échange. Allez. Juste pour expliquer un petit peu, on a eu quelques changements de lieu. C'est clair. On avait une perceuse qui nous embêtait un peu, qui nous empêchait d'avoir notre échange serein, on va dire. Donc nous voilà changer de décor et pour poursuivre nos échanges. Et ce que je te disais, c'est que c'est plutôt rigolo parce que finalement on parlait d'agilité
Et là, on a trouvé à être agile pour oui. adapter nos circonstances C'est d'échange. clair. Voilà. On est passé d'un café à une bagnole. Exactement. Donc, on parlait de l'escalade et donc de cette envie qui est née chez toi, de te dire qu'il y avait quelque chose à faire pour toi, probablement, dans la grimpe. Ouais. Et alors, comment tu as pris ta place dans cette pratique? Oh là 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 là. Et ben la grimpe, donc encore une fois, c'est ce qu'on était en train de dire. Hein, c'est un jour, j'ai réussi donc à passer un rocher que mes parents n'arrivaient pas à faire. Et je me suis dit à ce moment-là, bah, peut-être que je suis pas trop mauvais dans ce domaine et pourquoi est-ce que je continuerai pas quoi. Et j'ai continué à grimper, et puis petit à petit, ma morphologie m'aidant, parce que je mesure 1,50 m, donc je suis petit, et je suis en même temps très léger. Et pour certaines choses, c'est un énorme handicap, notamment quand il faut aller chercher des prises très loin, mais au niveau du rapport poids-puissance, c'est un énorme avantage, quoi. Donc je me suis retrouvée à être assez fort, assez rapidement. Évidemment, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été le deuxième canal d'expression pour moi, parce que le premier, c'était avec la musique, pour être capable d'exprimer ce que je ressentais, mes émotions et tout. Bah, avec le piano et puis le violon, je pouvais le faire. Et puis après, j'ai appris à le faire avec le corps, avec l'escalade. Ça me permettait de me défouler vraiment avec le corps. Et puis après les concerts, j'ai appris à le faire avec tout en même temps et avec l'oralité aussi, quoi. Dans la progression, ça s'est transmis comme ça. Mais la grimpe aussi m'a quasiment tout appris. J'ai tout appris avec l'escalade. J'ai tout appris avec la grimpe. Ce que je trouve formidable dans ton histoire, dans ton parcours, c'est que non seulement tu fais de la grimpe, mais tu en fais à très haut niveau. En gros, rien ne t'arrête. C'est-à-dire que y a eu cette envie. Un jour, il y a cette petite voix qui te dit pourquoi pas. Peut-être que je suis pas trop mauvais pour y aller. Et puis finalement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une alchimie qui se produit pour que non seulement tu te dises, je suis peut-être pas si mauvais que ça, et en fait pour aller toucher les sommets dans tous les sens du terme. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que il y a plein de choses qui me sont arrivées dans le milieu de la grimpe que j'avais pas du tout prévues forcément. Et c'est vrai que j'ai fait des voies vraiment très très dures, donc en France, États-Unis, en Asie aussi. Et j'ai été pendant quelques années aussi le préparateur mental de l'équipe de France d'escalade. Mais tout ça, c'est pas quelque chose que j'avais prévu de faire, quoi. Mais ça m'est arrivé parce que je pense qu'il y a un truc que je me suis autorisée à faire depuis assez longtemps, l'air de rien, c'est à faire des choses que j'ai envie de faire, quoi, tout simplement. Et j'avais envie de grimper, je ne savais pas très bien pourquoi, plus que ça. Hein. Là, je peux en parler, je peux l'intellectualiser, mais avant, je ne savais pas. Mais j'avais simplement ce besoin de grimper, de voyager, d'aller faire plein de choses. Et je me suis autorisée à le faire, quoi. Et en écoutant toutes ces envies et en les mettant en état d'acte, en pratiquant simplement ce qui me faisait envie, je pense que ça m'a permis d'attirer beaucoup de choses sans le savoir. Ça, c'est vraiment une question que tu choisis de mettre au cœur de ta vie, je le sens. C'est de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te branche, c'est quoi ton moteur en fait? C'est tous les jours, je me pose cette question-là, quoi. Parce que pour moi, maintenant, le but de ma propre vie, déjà, je ne peux pas pour celle des autres, mais c'est de vivre une vie qui inspire, enfin qui, moi, m'inspire. Et donc, tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire qui va me rendre juste heureux, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui qui va m'exciter, qui va me plaire, quoi. C'est la première des questions, parce que je me dis toujours, il y a deux manières de voir les choses. Soit je me dis, et si c'était le dernier jour? Et je me la posais souvent, cette question-là. Et si c'était le dernier jour, et si tu mourais ce soir, demain, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une question que j'entendais longtemps dans les milieux médicaux, paramédicaux, dans les cercles de malades, associations de parents d'enfants malades. Et en fait, cette question, elle est intéressante, mais elle met énormément de pression, l'air de rien. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Ariane, si ce soir, c'était la fin? Le coup près, en fait, met une chape de plomb, finalement, sur la question elle-même et sur l'élan qu'elle nécessiterait. Ouais. Donc, elle peut paralyser, en fait, aussi, cette question-là, ou elle peut faire des choses complètement débiles. Des espèces d'actions de la dernière minute qui sont irraisonnées. Et
Et donc c'est pour ça que pour moi maintenant, ce qui marche le plus, c'est qu'est-ce que je ferais si c'était le premier jour aujourd'hui. Si à chaque fois je pouvais tout recommencer à zéro et je pouvais juste profiter de la vie. Mais pour profiter, il faut que ce soit pour moi, mais pour moi il n'y a pas enfin, le plaisir il est partagé. Donc pour moi et pour les autres, c'est toujours les deux en même temps. Et je trouve que cette question de qu'est-ce que je ferais si c'était le début, si je pouvais tout recommencer, elle est plus utile pour moi en ce moment, en tout cas. Mais on peut utiliser les deux. Et est-ce que les réponses émergent facilement? Parce que parfois on a des questions aussi, où il y a des personnes, il y a des âges peut-être aussi où c'est pas forcément quelque chose de facile de trouver cette réponse-là. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas du tout facile. Et de temps en temps, même moi je me rappelle à cette question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'avais aucune idée. Vraiment aucune, quoi. Franchement, je savais pas, quoi. Parfois, on sait mieux ce dont on ne veut pas ou ce dont on ne veut plus. Et c'est beaucoup plus complexe d'identifier et tu parlais d'oralité tout à l'heure, d'exprimer ce dont on veut vraiment. Et oui, mais si on n'arrive pas à trouver de réponse à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me branche, de quoi j'ai envie aujourd'hui, mais qu'on a des réponses qui viennent facilement sur qu'est-ce que je veux plus, et ben le point de départ, c'est qu'est-ce que je veux plus. Exactement. C'est aussi con que ça, quoi. Partir en creux au lieu de partir en volume, quoi. Ben, tout à fait, quoi. Et quand on parle en général, d'ailleurs, de qu'est-ce que je veux plus, et ben, ça crée de l'énergie, hein. Parce que souvent, quand on parle, c'est avec de la force, hein. C'est avec du, voilà, c'est avec du peps, quoi. C'est un peu comme la colère que tu évoquais tout à l'heure dans ton adolescence. La colère, c'est de la puissance, donc c'est un moteur pour avancer. Bien sûr, la colère, c'est le plus beau des moteurs, quoi, parce que c'est de l'énergie pure. Mais simplement, la colère, une fois qu'on l'a ressentie, après, il faut l'utiliser dans une direction constructive. C'est ça. C'est juste ça. Mais d'abord, il faut la ressentir, quoi. Si on est en colère contre plein de trucs, contre la vie, contre ses parents, contre son boss, contre telle situation, il faut d'abord ressentir cette colère et le dire et le verbaliser. Et ensuite se dire, qu'est-ce que je peux faire avec cette colère-là pour construire un truc qui est utile pour moi. C'est ça. Comment je transforme ça, tel un alchimiste ou une alchimiste pour avancer dans la bonne direction. Exactement. Utiliser le plomb dans sa vie pour transformer en or. En or, exactement. Ce que je trouve aussi extrêmement intéressant avec cette passion qui s'est développée pour la grimpe, c'est tous les parallèles en fait qu'on peut identifier avec un parcours de vie. Et parce que quand tu grimpes, moi j'ai fait un tout petit peu d'escalade, mais il y a déjà le fait de choisir sa voie, quand on sait qu'il y a un sommet à atteindre, mais il y a une voie à trouver au départ. Et puis on n'a pas tous les points à l'avance. On ne sait pas exactement par où on va passer. Et il faut commencer par choisir une prise, puis en choisir une autre. Et puis il y a ces moments où on passe comme tu disais tout à l'heure, de l'accroche à relâcher pour prendre la prise suivante. Moi, ce qui me questionne toujours, et on me questionne beaucoup autour du choix là-dessus, c'est à quel moment on choisit de tenir, de persévérer, et à quel moment c'est plus juste de lâcher. Est-ce que la grimpe t'a aidé à résoudre un peu cette équation qui n'est pas toujours évidente? Eh bien oui, la grimpe m'a aidé à résoudre cette équation, mais malheureusement, la seule vraie réponse et honnête réponse que l'on peut donner à ça, c'est que à quel moment est-ce que je dois vraiment lâcher? Au moment où je sens que je peux plus tenir, quoi. À quel moment est-ce que je dois continuer de m'accrocher? Eh ben, si je sens que je peux encore m'accrocher, je m'accroche encore, quoi. Et franchement, hein, en France, on est professionnels de la moulinette cérébrale, quoi. On se pose plein de questions sur à quel moment je devrais, machin et tout, mais dans le fond, c'est simple, quoi. Si ce que vous faites, si ce que tu fais, ça a du sens pour toi, eh ben continue de t'accrocher, quoi. Et si à un moment donné, tu sens que t'es cuite, eh ben, tu sauras qu'il faudra lâcher, quoi. Tu vois. Mais on fait ça tout le temps, quoi. Tout le temps, toute la journée, à chaque instant, quoi. À quoi est-ce que je dois m'accrocher là maintenant? Et moi, je le traduis dans mes conférences accrochez-vous à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est une prise à la fois. Là, en ce moment, par exemple, l'essentiel, c'est pas d'aller faire les courses ou c'est pas le prochain rendez-vous que je vais avoir. C'est l'échange qu'on a. Ce qui est essentiel pour moi, c'est d'essayer de donner le plus possible de choses qui viennent de mon parcours pour que ce soit utile aux personnes qui écoutent, quoi. C'est ça qui est important.
Et du coup, tout le reste, je le lâche complètement, quoi. Je n'ai rien à secouer. Ce que ma copine pense, ce qu'elle fait, désolée, mais je m'en fous à l'instant même. Voilà, quoi. Oui, et l'escalade, j'imagine aussi, est une école pour ça, d'être dans l'instant. C'est-à-dire que tu ne peux pas être à deux endroits, notamment cérébralement, mais aussi physiquement, en même temps. Ça t'a aidé, l'escalade aussi, ça a été une leçon de vie, entre guillemets. C'est une source, tu as évoqué ces nombreuses sources d'apprentissage, mais est-ce que tu apprends encore des choses de la vie grâce à la grimpe? Ah, mais j'en apprends tous les jours avec la grimpe, quoi. C'est un éternel apprentissage. Et c'est vrai que toutes les personnes qui ont déjà fait de la grimpe au moins une fois disent ça. Ils disent ce qui est génial quand on escalade, c'est que je me suis rendu compte que si je pense à autre chose quand je grimpe, la sanction est directe, je tombe. Ouais, c'est clair. C'est juste pas possible, quoi. On ne peut pas grimper et continuer de grimper, d'avancer dans sa voie sans être présent et pleinement présent. S'il y a le moindre fuite d'attention, eh ben hop, je loupe la prise ou je pose un pied qui n'est pas bien, je zippe et puis je tombe, quoi. Ce que je trouve, en fait, ce qui me vient là, c'est ce que je trouve très joli dans cette notion d'être présent, c'est le maintenant. Et maintenant, quand tu fais de l'escalade, bah, c'est tes mains qui tiennent en fait la paroi rocheuse. Et être dans le maintenant, c'est en ayant les mains qui tiennent la roche et qui savent la lâcher au bon moment. Exactement. Être dans le maintenant, c'est un très très bon jeu de mots que j'utilise de temps en temps d'ailleurs dans les ouvertures de mes conférences. Et je dis le plus important, c'est le moment qui se passe entre nous maintenant. C'est le cas de le dire. Tout à fait. Tenir la main, se tenir la main à soi, tenir la main à l'autre aussi. Bien sûr, bien sûr, parce que pareil, quand on grimpe, sauf si on fait du solo, c'est-à-dire sans corde, sans matériel, sans rien, mais normalement on est encordé à une personne. Et même si la personne qui tient la corde, elle ne peut pas grimper à notre place, c'est-à-dire elle ne peut pas faire le job à notre place, et ben si elle n'est pas là, ben, je ne peux pas grimper non plus, quoi. Donc j'ai besoin d'avoir dans mon entourage, moi je l'ai traduit comme ça, des personnes qui m'assurent, c'est-à-dire qui soient compétentes, qui m'aiment un minimum, qui m'encouragent à un minimum et qui me regardent. C'est-à-dire qu'ils soient attentifs à ce que je fais. Qui te reconnaissent en fait. Qui me reconnaissent, tout simplement. Juste le fait de regarder, bah, moi je sais que je suis reconnue en tant qu'une personne qui est en train de grimper. Et ça me suffit, et c'est déjà beaucoup. Mais c'est une condition dans la vie. Si personne ne te reconnaît, si il n'y a personne pour t'assurer, c'est le cas de le dire, eh ben, tu peux grimper, mais tu vas grimper beaucoup moins loin. Et surtout, il y a un risque de tomber qui est très très fort. Donc c'est vachement dangereux, c'est très anxiogène, quoi. On revient, je trouve, dans ce que tu dis, à cette notion de trouver la juste tension, justement, entre prendre des risques sans être un ayatollah et en même temps oser avancer. Et oser avancer malgré la gravité, que ce soit la gravité physique ou la gravité de la situation, quelle qu'elle soit. C'est oser ne pas être paralysé et trouver son chemin, en fait, trouver sa voie. Oui, tout à fait. Trouver sa voie, chercher sa voie, et puis décider, parce qu'il y a un moment donné, il faut bien y aller, quoi. C'est ça. Donc on ne peut pas mouliner 107 heures en lui disant est-ce que je vais faire celle-là, 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 celle-là. Bah, il y a un moment donné, je choisis quelle voie est-ce que je veux grimper, quel rocher, et j'y vais. Commencer quelque part. Ouais. Et pour ça, il faut commencer par choisir quelle voie, mettre son matériel, s'encorder avec une ou deux personnes, et puis choisir une première prise, et on y va. Et ensuite, on réajuste, on itère à chaque fois, quoi. Ça marche pas. Ah bah là, j'ai mis trop d'énergie, ici pas assez, et puis je me répète. Quand on joue de la musique, on ne fait que répéter, quoi. Voilà. Et c'est toujours je trouve que les fondamentaux, on les oublie très souvent. Très, très souvent. Alors que, dans le fond, c'est assez simple, quoi. C'est quoi les fondamentaux que tu choisis de ne pas oublier, justement, et de remettre régulièrement au cœur de ta vie? Les fondamentaux, il y en a plusieurs pour moi. Le premier truc fondamental, c'est que la vie, c'est un jeu. Et je suis vraiment là pour m'amuser et pour progresser. Et pour progresser, il faut déjà que je sente que je suis bien dans mes pompes. Et que même si tout s'arrête, eh ben, je suis déjà content de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle la gratitude, tout simplement. Sentir que dans mon parcours, je suis déjà
juste fier, content de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ensuite, un autre des fondamentaux, c'est que il faut que je choisisse à chaque instant qu'est-ce que je vais faire, sur quoi je vais porter mon attention, quelle action je vais faire. Parce que si moi je ne choisis pas, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Donc c'est ma responsabilité de choisir ce que je vais faire, avec qui je vais m'accorder, quelle action je vais faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va pouvoir remplir ma journée qui est plus important que tout le reste. Et une dernière chose, ce serait le fait de partager. Parce que grimper seul, pour l'avoir fait plein de fois, ça m'est arrivé de faire des blogs, de faire des voix très 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 dures, que juste 2-3 personnes dans le monde avaient réussi, et je l'ai partagé à personne. Eh ben c'est triste. C'est triste, c'est juste triste. Tu l'as pas partagé parce qu'il y avait personne à ce moment-là avec toi, ou parce que c'est sur le moment quelque chose que t'as pas eu envie, besoin de faire? Parce que j'étais encore trop timide et beaucoup trop introvertie, et que je pensais que ce que j'avais réussi avait pas de valeur plus que ça, et que j'allais pas embêter les autres et leur dire ouais j'ai fait ça. Et ce qui se passait inconsciemment, c'est quand on fait ça, quand on s'autorise pas à se dire à soi-même qu'on a réussi et qu'on est fier d'avoir réussi, et ben inconsciemment le message qu'on se donne à soi-même, c'est que c'est pas une bonne chose de faire quelque chose d'incroyable, quoi. Et du coup, ça n'apporte absolument rien. Oui, puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire ça ne t'apporte rien à toi. Et puis tu prives les autres aussi d'une occasion d'être inspiré, d'une occasion de voir un chemin possible et d'allumer des lumières en fait là où on n'imagine même pas en allumer. Ouais, exactement quoi. Moi dans mes affirmations quotidiennes par exemple, je sais pas si toi tu fais ça aussi, mais si. Voilà quoi. Il y a une petite phrase à un moment donné qui est que pour aider les autres à vivre une vie inspirante, je me dois d'être un exemple et de vivre une vie inspirante. Parce qu'on sait très bien que ce qu'on transmet en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que maman, en tant que père, en tant que n'importe qui, c'est qui on est, c'est ce que notre vie démontre, quoi. On peut dire ce qu'on veut, mais si nous-mêmes on ne le fait pas, ou qu'on ne l'a pas fait au moins une fois, les gens le sentent. Tout à fait. Parce qu'inconsciemment, c'est ça que l'on transmet. On sait que la communication, c'est... Les mots, c'est 7%, hein, donc je peux dire des bêtises, mais si c'est pas réel, sincère, bah, la personne va le sentir indirectement. Oui, puis en choisissant d'être exemplaire, il y a une différence avec choisir d'être parfait et choisir d'être donneur de leçons. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a quelque part, j'entends aussi peut-être qu'il y a eu cette peur-là, de dire en gros, je me vante si je dis que j'ai réussi. Et on a un petit peu cette culture-là parfois en France. Tout à fait. De dire quand on a réussi, on hésite, du coup ça sonne pas forcément juste, il y a du trop, il y a du pas assez. Ouais. Or, peut-être que quelque part, juste dire ce qu'on a réussi, moi je le vois vraiment comme ça de plus en plus, c'est comment est-ce qu'on invite l'autre à prendre conscience de ses propres réussites et qui sont très personnelles finalement, cette notion de réussite, elle est extrêmement subjective. Bien sûr, c'est tellement simple, encore une fois, mais on l'oublie, quoi. C'est fou, mais c'est rigolo d'ailleurs, parce que moi je sais que ça a été une croyance qu'il a fallu que je modifie dans mon parcours, parce que comme beaucoup de personnes en France, pour moi, ce qui m'a été transmis dans mon schéma familial, c'est que la réussite, eh ben, il ne faut pas la montrer, parce que ça veut dire qu'on se la joue quelque part. Donc la réussite... On sourdine un peu. Juste... il faut la cacher. Un peu en retrait. Voilà, il ne faut pas trop la ramener, c'est des personnes qui sont arrogantes, etc., etc. Donc il a fallu que je travaille énormément là-dessus pour accepter de simplement dire et partager de manière fluide et naturelle, quoi. Que bah ouais, quand je réussis ça, bah, je suis super content et je le fête avec quelques amis et puis j'en parle un petit peu et puis après je passe à autre chose, quoi. C'est ça. Encore une fois, la juste tension. C'est la justesse. Et la justesse et la bonne résonance intérieure et extérieure. Et tout est une histoire de justesse. C'est ce que je dis en fait, entre tenir et puis lâcher prise.
l'essentiel, évidemment, c'est de réussir cette entreprise-là. Mais cette entreprise, entre s'accrocher et puis lâcher prise, il faut sentir la justesse du mouvement, la justesse du rythme. Et ça, c'est très personnel. Chacun doit trouver sa propre justesse. Sa propre cadence, son propre tempo. Ouais, son propre rythme. Et c'est comme quand on croise quelqu'un pour la première fois, on se dit souvent, ou quand on échange avec un ami après, on dit « Ouais, lui, je le sentais pas ». Et pour moi, la boussole, c'est vraiment ça, c'est je le sens ou je le sens pas. Est-ce que ça sonne juste ou est-ce que ça sonne faux? Est-ce que l'interview qu'on est en train d'avoir, elle est plutôt sur une tonalité de justesse, d'équilibre entre les échanges ou pas, tout simplement, quoi. Et si on se pose cette question assez régulièrement, on peut réajuster beaucoup de choses, même sur l'instant présent. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que je suis pas un petit peu trop en avant ou en train de prendre de l'espace ou alors, est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que je suis pas en train de... Est-ce que ça sonne faux, c'est-à-dire, mais là, je suis en train de me faire complètement bouffer et tout. Voilà. Donc c'est une bonne boussole. Et donc c'est une boussole, cette boussole de justesse que tu mobilises dès que tu as un choix à faire, par exemple, quel que soit le choix, que ce soit un choix petit ou grand dans ton ressenti? Ouais, toujours aussi. Toujours aussi. Après, ce qui est capital dans le choix, c'est de choisir. On en revient toujours à ça, c'est-à-dire de passer à l'action, en fait, aussi. Ouais. Et d'ailleurs, exactement, choisir pour moi, c'est égal faire une action. Parce que juste décider quelque chose et puis rien faire derrière, c'est comme si on n'avait pas décidé. Donc... Et choisir plutôt que subir, choisir plutôt que laisser quelqu'un choisir pour nous, exactement. choisir plutôt qu'être choisi. Plutôt qu'être choisi, etc. Et ouais, on est toujours de la même thématique. Pas plus tard que hier. Tu vois, hier c'était dimanche. J'avais énormément de choses à faire, beaucoup de préoccupations dans la semaine pour plein de raisons différentes. Et je me suis dit, bon, je choisis de tout mettre par écrit, tout ce qui me passe par la tête, etc. Tout ce que j'ai envie de faire, j'ai besoin de faire, qu'il faut que je fasse, il faudrait que je fasse, etc. Et puis, bref, j'ai fait mon petit travail d'entourer, de mettre dans des sacs, dans des grandes idées. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que qu'est-ce que j'avais besoin de faire là maintenant? C'était de ranger mon appartement. Et donc, j'ai rangé mon appartement. Tu as commencé par là. On en revient aux fondamentaux. De quoi j'ai besoin pour commencer en fait à me mettre en mouvement finalement. Et ouais. Et le truc qui m'emmerdait le plus sur le moment, c'était d'avoir un appartement avec des cartons, des machins, c'était pas propre, il y avait un petit peu de tout partout, des papiers, des trucs et tout. Et... tu as besoin de clarifier l'espace pour clarifier la tête, quoi. Exactement. Exactement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Super. Et quels sont les prochains choix là, qui sont soit en cours, soit à venir pour toi et qui sont des choix que tu es en train de prendre, qui sont des tournants peut-être? Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a un essentiel. Entre autres, en fait, il y en a un essentiel. Là, par exemple, juste après, j'ai rendez-vous avec un ami avec qui on a décidé d'écrire un livre. Génial. C'est un truc que je pensais avoir pris. J'avoue, hein, c'est un bel exemple aussi, mais ça fait une dizaine d'années que plein de personnes me disent il faut que tu écrives un livre. J'ai déjà essayé plein de fois, avec des co-auteurs, avec d'autres personnes, etc. À chaque fois, j'ai eu l'impression de choisir, de décider, allez, je le fais, je m'y mets. Il y a des maisons d'édition qui étaient prêtes à me suivre, etc. Et en fait, ça fait une dizaine d'années que je ne l'ai toujours pas fait, quoi. Et ben, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est là que pour moi, la pensée racine de la vie est un jeu, même si j'ai déjà perdu plein de fois sur décider d'écrire un livre, bah, je peux rejouer. Et qu'est-ce qui est différent aujourd'hui sur ce que je sens cette envie? Peut-être là, une forme de... Tu es prêt ou il y a un moteur différent? Le moteur différent, c'est que je me suis autorisée à mettre l'esthétique au centre de ce projet-là. Ça veut dire qu'il y aura de la photo, qu'il y aura des... Ouais, ça veut dire que je veux qu'il y ait des belles photos, je veux qu'il y ait une belle mise en page, qu'il y ait une belle typographie, que tout soit vraiment travaillé pour que ce soit un bel objet, exactement. Et je me suis autorisée très très récemment en fait à imaginer un livre comme ça, et là ça me donne envie vraiment d'aller dans ce projet-là.
voilà une décision qui date de très récemment. Merci pour ce partage. Et si tu devais résumer ton approche autour du choix, tu dirais quoi? Alors, autour du choix, c'est simple. Pour moi, la vie, c'est une histoire de prise. C'est une histoire de prise. Et le plus important dans la vie, tu vois, si j'avais un message à faire passer, ce serait décider de vous accrocher à ce qui est absolument essentiel pour vous, chaque jour. Accrochez-vous à ce qui est essentiel et décidez de lâcher tout le reste. Tout le reste, sans exception. Sans exception. Et en plus de ça, décidez de faire ça si possible avec une pointe de sourire, avec une pointe d'enthousiasme. Et d'humour et de légèreté, en fait. Et de la légèreté, parce qu'on ne grimpe jamais mieux contre la gravité que quand on se sent léger. C'est la meilleure manière de grimper et d'en profiter et de grimper haut et de grimper loin. Plus on est léger, plus on est puissant. Plus on est léger, plus on est puissant. Tout à fait. Merci beaucoup, Christophe. Avec grand plaisir. Merci à toi. Un grand merci à Christophe pour son temps, sa sincérité, son authenticité, son humour, son rire, son adaptabilité, sa puissance et sa légèreté. Je souhaite à Christophe de continuer à vivre une vie inspirante pour lui-même et pour nous, en continuant à s'accrocher à l'essentiel et à réussir ses entreprises. Je lui souhaite de continuer d'apprécier le chemin, de poursuivre son ascension avec joie, singularité et dans le partage. Voilà un homme qui poursuit ses projets et qui grimpe sa voie avec honnêteté, lucidité et responsabilité. Je lui souhaite encore une belle brassée de premiers jours, remplie de joie, d'épaisseur, de sens et d'accomplissement. Chacun d'entre nous est un être vivant et à ce titre mortel. Nous l'oublions parfois. Nous avons cette tendance à l'amnésie de notre finitude. Je trouve inspirantes des personnes comme Christophe qui, grâce à leur conscience aiguë de leur propre mort, font le choix de veiller à vivre pleinement leur vie pour entrer dans la mort pleinement vivant. Christophe nous invite par son parcours et à travers sa joie pétillante d'être vivant, à veiller à cheminer dans notre vie avec lucidité, responsabilité, profondeur, épaisseur, légèreté et joie. Quand je pense à Christophe, je pense aux mots de Marie de Henzel qui, dans son magnifique livre « Mourir les yeux ouverts », évoque la mort d'Ivan Amar et dit de lui « La conscience de pouvoir mourir d'un moment à l'autre l'habite, nourrit sa réflexion et sa quête de vérité. Il ne se raconte pas d'histoire. Loin de susciter chez lui tristesse ou colère, cette pensée, au contraire, le force à chercher la seule manière de faire face à la réalité. Vivre chaque minute de sa vie le plus pleinement, le plus intensément possible. » Et vous, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ? Si vous voulez en savoir plus sur Christophe, direction son site christophebichet.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Avez-vous choisi, ou encore une constellation sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?